Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que vous nous suivez à travers le monde via Canal Plus au 356 et sur d'autres plateformes numériques. Dans ce magazine Direct Grand Débat, nous recevons les grandes figures qui analysent, qui commentent, qui critiquent, à la limite même qui débattent des grandes questions qui font l'actualité au pays. Ce jour, nous recevons M. Mulongo Musangu Mukena Patron. C'est un enseignant d'université, il est politique, il est analyste. Et avec lui, nous allons analyser les grandes questions qui font effectivement l'actualité, notamment l'agression de la RDC par le Rwanda, les consciences et les intelligences congolaises interpellées, mais nous allons également parler en tant qu'enseignant d'université. Quel avenir pour la jeunesse de demain? Les différentes menaces d'ordre éducationnel et d'ordre culturel pèseraient sur la mondialisation actuelle et précisément sur le pays africain et notamment la RDC. Et voici ce que seront les grandes thématiques qui feront l'objet de nos échanges avec notre invité, M. Patron Mulongo Musangu Mukena. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir vraiment d'être avec vous, mon cher Kamanga. Enseignant d'université, ça vous va? Politique, oui, ça me va. Politique, ça me va, mais j'aime aussi être défini comme agriculteur. Agriculteur. Voilà. Est-ce que la RDC pourra faire un jour de l'agriculture priorité des priorités? C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on espère, parce que finalement, c'est un levier assez important pour le développement, donc pourquoi pas? Je crois qu'on y va petit à petit, mais il faudra un jour qu'on comprenne que l'agriculture peut beaucoup apporter au niveau du développement de ce pays. Déjà, ventre affamé n'a point d'oreille. Et si vous arrivez vous-même à vous nourrir par vos propres efforts, je crois que ça emmène beaucoup à l'indépendance. Est-ce que c'est possible de faire cette mutation-là aujourd'hui, des minéraux à l'agriculture? La RDC est un pays qui compterait trop sur les minéraux et que pendant que son sol, voire même son sous-sol, sont très riches. C'est vrai, c'est aussi, en fait, les minéraux chez nous, c'est ça le paradoxe. C'est en même temps le grand espoir de développement et malheureusement, c'est aussi à la base de tous les maux qu'on connaît. Tous les maux qu'on connaît. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait vraiment équilibrer, faire en sorte que, d'un côté, on comprenne que les ressources minérales, tout ce qu'on a là, ce sont des ressources qui vont s'épuiser, et qu'on devrait déjà penser à une mutation vers l'agriculture. En fait, avant, il y avait plus ou moins cet équilibre-là. Parce qu'on était en même temps des grands producteurs agricoles et des grands producteurs de matières précieuses. Malheureusement, après, ça s'est dégradé et de plus en plus, ça va plus mal. Parce que quand vous regardez les zones minières, vous allez voir qu'il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup d'endroits à vocation agricole qui sont en train de muter pratiquement à une vocation, je ne sais pas, des mines, rechercher les minéraux et tout ça. Et ça veut dire qu'on perd de plus en plus notre indépendance au niveau de la nourriture. Alors aujourd'hui, on commence à dépendre, on dépend déjà avant, mais de plus en plus, on dépend de l'extérieur. Alors que tout ce qu'on importe, on peut produire chez nous. On peut non seulement produire en brut, on peut même transformer. C'est un peu le drame qu'on a malheureusement. Et il faut lutter contre ce drame-là. Vous savez, quand vous avez faim, vous dépendez de celui qui vous donne la nourriture, que vous le vouliez ou pas. À un moment, vous vous pliez à ses caprices. Et donc, c'est une façon caricaturelle de parler. Mais en réalité, c'est ça qui nous arrive. Alors aujourd'hui, la RDC est un pays pratiquement au moins à 90% des terres arables. Mais malheureusement, on parle de la malnutrition, on parle de la faim. Un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe criant. D'autant plus qu'on n'a même pas besoin de tous les engrais qu'on cherche pour produire. On a juste besoin des routes. Des dessertes agricoles. Des routes de dessertes agricoles pour évacuer déjà. Rien qu'avec les routes de dessertes agricoles, sans rien changer. Sans rien changer. Toutes les productions qu'on a, les productions locales, peuvent inonder les différents marchés. Donc je crois que là, il y a aussi un problème de... Bon, c'est un problème de priorité aussi. Mais aussi un problème de politique. Un problème de politique pour l'agriculture. Quelle politique pour l'agriculture et puis comment faire en sorte que l'agriculture finalement puisse prendre le pas aux autres secteurs. Ce serait très intéressant.
Alors, monsieur le patron Moulongo Moussango Moukena, politique, enseignant d'université, agriculteur, aujourd'hui, nous y sommes. L'agression de la RDC par le Rwanda, comment vous interprétez cela? Une guerre économique, une guerre de possession de terres, une guerre d'imposition des cultures, ou bien une guerre politique? Il y a un peu de tout, mais j'ai aimé ce que vous avez dit en parlant de possession de terres. Les enjeux, la vérité, c'est quoi? Cette guerre nous a imposé pourquoi? C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est la terre. C'est la terre, bien sûr. Sous cette terre, il y a tous les différents minéraux qui sont là, mais moi je me dis, bon, ça c'est un peu en plus. En réalité, c'est une question de terre. En réalité, ceux qui nous dominent, je préfère le dire comme ça, préfèrent décider, ils le font déjà, préfèrent décider à notre place, même dans la répartition des populations. Malheureusement, ceux qui nous ont dominés avant ont même voulu nous faire croire, un peu à l'image, je m'excuse de le dire, à l'image d'Hitler, qu'il y a des races ou des tribus qui sont supérieures aux autres, qui sont plus organisées, plus intelligentes. Et ça, c'est une donnée qu'on doit analyser d'une manière profonde. Et là, vous parlez des colonisateurs. Je parle des colonisateurs, bien sûr. On doit analyser d'une manière profonde parce que finalement, c'est une théorie qui est vraiment dénuée de sens. Mais en réalité, c'est ça. Il y a des gens qui décident et qui disent la RDC est trop grande, trop vaste, il y a beaucoup de terres, tel autre pays, pour ne pas les citer, Rwanda, Burundi ou je ne sais pas, c'est trop petit, on devrait leur donner des terres. Et donc, à partir de ce moment-là, ces gens réfléchissent à un processus qui puisse assouvir leurs besoins, c'est-à-dire prendre quelques terres de chez nous pour les donner à ceux qui considèrent comme, je ne sais pas, on ne dira pas des frustrés, ou des gens qui, justement, ont eu très peu de terres. Et malheureusement, ce sont même ceux-là même qui nous ont imposé pratiquement les frontières, et actuellement, qui se dédisent même sur les frontières que nous avons héritées de la colonisation. Mais Kagame l'avait dit récemment que c'était question de possession des terres, et qu'ils avaient des terres à récupérer en RDC. Mais alors, à vous entendre parler, vous avez retracé en quelques mots ce que c'est cette guerre qu'aujourd'hui qui est brandie auprès des générations présentes comme étant une guerre d'agression. Mais est-ce qu'on a le temps de faire voir à la jeunesse actuelle l'histoire, le parcours et là où nous en sommes? Et franchement dire, c'est pratiquement une guerre de possession des terres que le Rwanda veut, au-delà de minerais. Bon, je pense que là, il y a un problème qui est posé autrement. Votre question, elle est vraiment pertinente. Moi, je pense que nous avons un grand problème dans le pays. C'est plus dans l'utilisation de nos intelligences. Ce pays égorge des talents, des intelligences pures, comme moi j'aime souvent le dire. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos intelligences? Qu'est-ce qu'on fait de nos intelligences? Parce que si nous utilisons bien nos intelligences, en fait, quand je dis nos intelligences, je crois que vous comprenez, c'est-à-dire les citoyens, nos génies, si on peut les appeler comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Nous en avons à travers le monde et on a encore beaucoup de génies ici sur place. Comment on les utilise? Comment est-ce qu'on les utilise? Notre jeunesse, est-ce qu'elle est suffisamment informée sur les enjeux, sur l'agression? Est-ce que notre système éducatif, l'éducation chez nous, le programme que nous avons, est-ce que c'est un programme qui tient compte des réalités d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un programme qui tient compte des... comment je veux dire? Le mot me fouille un peu. Des réalités, je veux répéter, les réalités de chez nous. On a quand même des spécificités qui nous différencient des autres. Est-ce que notre culture est mise en avant
pour le moment, malheureusement, nous perdons beaucoup dans notre culture. Or, la culture doit être le socle, la base même, sur laquelle nous devons être élevés, éduqués. Mais est-ce que c'est fait? Ou on fait plutôt la part belle, ok, au programme étranger, parce qu'on considère que c'est mieux là-bas. On considère que quand on parle très bien français, oh, c'est très bien. Aujourd'hui même, il faut parler anglais, c'est très bien. Mais nos propres langues, non. Alors que nos langues véhiculent notre culture. Culture de respect, culture de solidarité. Ok? Culture d'amour du prochain, de la famille. Mais malheureusement, on est en train de perdre ça. Et au niveau de l'éducation, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, revenons-en un peu par rapport à cette situation dans l'Est. Parce que vous avez parlé des cultures. Ça veut dire que là où le Rwanda, qui a infiltré la RDC il y a belle lurette, des décennies que cette guerre a commencé, c'est-à-dire en prenant possession des terres, des localités, il semblerait que le Rwanda impose même sa culture, notamment les Kinyarwanda, qui doit être parlé. Et lorsque vous avez parlé même d'une guerre entre les tribus, les ethnies, est-ce que c'est dire qu'aujourd'hui, la guerre dans l'Est serait une guerre, on a vu des marchands de complices pour dénoncer la complicité ou l'hypocrisie de la communauté internationale, mais est-ce que c'est une guerre entre les Nilotiques et les Bantous? Au-delà de minerais. Bon, j'aimerais pas voir ça comme ça, mais malheureusement, la réalité, elle est là. C'est une guerre entre les Nilotiques et les Bantous. Et quand je dis il y a la mauvaise utilisation parfois des intelligences, parce que c'est des choses à identifier et on doit avoir une réponse à ce genre de... Donc d'un côté, on a des gens qui vous agressent et qui jouent aux agressés, vous voyez, et qui arrivent même à faire passer le message et à convaincre les autres qui sont victimes. Et ça, c'est un grand problème. Lorsque nos populations sont décimées, lorsque nos populations sont déplacées, ok? C'est pas une histoire de on vous déplace et le terrain que vous laissez est désert. Ceux qui vous déplacent s'installent. Mais si ceux qui vous déplacent s'installent, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vous emmènent comme culture? Ils installent le tout qu'ils amènent. Ils installent le culture, tout. Mentalité. Et après, si vous n'arrivez pas à les sortir de là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, en réalité, si on ne fait pas attention, on va se faire manger petit à petit, peut-être à petit. Et quand on va se réveiller, ça sera tard. La vraie question, c'est comment on réagit. Oui, d'un côté, c'est militaire et tout ça. Mais c'est diplomatique. C'est diplomatique parce que finalement, il y a des gens qui sont derrière ça. Mais aussi des cultures. On les connaît. Mais nous pouvons nous battre à différents niveaux, même au niveau culturel. Même au niveau culturel, la Chine est ce qu'elle est, pas pour rien, parce qu'elle a su préserver sa culture. Et quand vous regardez le monde arabe, s'il y a des difficultés à les soumettre, ce n'est pas pour rien, parce qu'au niveau culturel, on a su garder quelque chose. Et la RDC, c'est un repère culturel selon vous? On est en train de perdre... Il n'y a pas préservation des cultures. On ne préserve pas, on est en train de perdre nos repères culturels. Vous savez, les Turcs, qui sont fiers, ils se rappellent encore de l'Empire ottoman. Ils se rappellent encore, et autour de ça, il y a des gens qui considèrent qu'on ne peut pas les toucher. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des conservateurs. Oui, mais bon, conservateur, c'est bon, mais je me dis un peu qu'il faut toujours faire, un peu comme disait un peu le maréchal. Je crois que quelque part, ça doit être judicieux. Ça doit être judicieux parce que de toutes les façons, les chocs de culture donnent toujours, si pas une nouvelle culture, une culture plus ou moins, je ne sais pas s'il faut dire améliorée ou pas, mais qui change un tout petit peu. Mais je crois que les cultures qui restent sont les cultures qui s'imposent à différents niveaux. Et si vous arrivez à garder les bases, aujourd'hui on perd beaucoup de repères. Beaucoup. Et on nous impose même des choses qu'on ne voulait pas au nom de la liberté. Je ne sais même pas s'il faut parler dans certains cas de liberté ou de libertinage. Malheureusement, c'est ça qu'on vit. Donc en réalité, utilisons bien nos intelligences pour parer à différents niveaux
aux problèmes liés. Oui, oui. Alors, on va en parler. Mais aujourd'hui, lorsque nous revenons par exemple dans la partie Est, parce que vous avez parlé des cultures, par exemple les tueries, le Congolais qui n'avait pas la culture de voir les sangs humains, aujourd'hui c'est assez un peu facile, hein? On parle par là de tueries, on parle par là de poison. C'est-à-dire que l'Est de la RDC devient une autre partie autre que le reste de la RDC. Du fait de l'agression, du fait de l'agression, l'agresseur impose sa culture, impose sa mentalité. La tuerie a pour but de vous anéantir. Les tueries sauvages, de vous terroriser. C'est un but. C'est mental. C'est mental. Vous terrorisez complètement. Donc vous apprenez qu'au village X, on a égorgé, on a éventré les femmes, on a enterré des gens vivants, on vous met la panique, c'est bien médiatisé. Qu'est-ce que vous faites à votre tour? Vous vous déplacez, vous fuyez. Parce que vous avez peur. On vous terrorise. Ça veut dire qu'il fallait quelque part, un peu comme à l'armée, que nos populations soient maintenant armées contre cette façon de faire. Armées psychologiquement. Psychologiquement. Il faut qu'on arrive à dire aux gens, la patrie ou la mort. C'est facile à dire, même moi, je ne sais pas si je tiendrai, mais au moins, il faut qu'on arrive à un moment à expliquer aux gens, écoutez, au lieu d'être apatride, ok, au lieu d'errer à gauche, à droite, au lieu de perdre son honneur, on reste et on réagit contre cette manière de faire. Et là, ce n'est qu'une autre paire de manches. C'est notre paire de manches. Par exemple, au Rwanda, et les observateurs laisseraient entendre qu'au Rwanda, par exemple, dans les écoles, on inculquerait aux élèves que la patrie est de la RDC, c'est là. C'est l'une des parties de la République rwandaise. Mais est-ce qu'au Congo, on enseigne aux élèves ou aux enfants le contraire? C'est pour ça que j'étais en train de dire que, quelque part, on a des problèmes. Est-ce que notre système éducatif est adapté aux réalités que nous connaissons maintenant? Écoutez, il y a des choses qui ont disparu qui étaient quand même... qui étaient assez importantes. L'éducation civique. L'éducation civique, ça n'existe plus. Mais regardez aujourd'hui le savoir-être, si je veux dire. La politesse, notre jeunesse. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans un bus, vous êtes âgé, ok? Et il y a un plus jeune que vous qui vous laisse la place aujourd'hui. Ça, ce sont des valeurs qu'on a perdues. Parce qu'on nous a fait croire que, bon, tout ce qui est mieux, c'est à l'extérieur, c'est l'Occident. C'est ça, en fait, l'autre drame. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller dehors en disant, il y a même des langages, Mbokaoyo, Tote Kakaka. Mbokaoyo, Tote Kakaka. Il faut aller dehors. Et avec aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, les réseaux sociaux, c'est encore pire. Mais chez nous, c'est pire parce qu'on n'est pas préparé. Parce qu'il n'y a pas de censure. On ne contrôle même pas les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de pays qui contrôlent. Hein. Vous allez en Chine, il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses qui ne passent pas. C'est bien contrôlé. On va me parler d'une dictature là-bas, mais attention, il y a des choses qui ne passent pas. Les enfants, il y a des programmes qu'ils ne peuvent pas avoir sur leur téléphone. Ils ne peuvent pas avoir, mais ici c'est compliqué. On doit imiter. On imite tout, l'habillement, les mœurs. Et on tue, petit à petit, tout ce qu'on a comme avantage dans notre propre culture. Parce qu'on a l'impression que ça s'est dépassé. Ça s'est dépassé. Moi j'ai pour habitude de dire, parfois même aux étudiants, que manger à la main, pour moi, écoutez, mon foufou, je le mange à la main. Mais ne vous étonnez pas dans un resto si je demande de l'eau pour manger mon foufou à la main. Ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et malheureusement qui font que on perd le côté, je ne dirais pas humanitaire, la solidarité, le fait d'être ensemble, on perd ça.
On perd ça. Alors qu'on avait ça d'abord au niveau de l'éducation dans la famille, et puis après, ça remontait. Savez-vous l'effet de... Nous, on a grandi comme ça, on avait un gros foufou au milieu là-bas, on avait une assiette où il y avait les condiments, ok, les légumes, et puis vous avez le poisson ou la viande. Toutes les mains allaient là-bas. C'est une symbolique, mais c'est des éléments socialisants. C'est des éléments socialisants qui pouvaient nous aider. Et chez nous, notre père avait un système tel qu'on ne pouvait pas rentrer de l'école seul. Donc quand tu rentrais, tous les petits frères, si tu arrives sans les petits frères, tu as une bonne raclée. Et si ton petit frère se fait tabasser, et que toi tu rentres pour venir dire à papa, non, on a tapé, tu te fais tabasser. Tu étais où? Il n'a même pas besoin de savoir, il veut seulement apprendre qu'il s'était fait tabasser, vous avez réagi et vous êtes rentré. Oui, mais ça semble bête, mais qu'est-ce que ça met? Ça met une cohésion au niveau de la famille. Mais imaginez, beaucoup de parents, je crois que les gens de ma génération, la majorité, ils ont connu ça, et regardez souvent comment est-ce que les familles ont cet amour, cette cohésion. Bon, prenez la famille, plusieurs familles, tribus, et puis c'est la nation. Donc, vous avez un esprit où vous devez vous sentir interpellé quand votre frère est attaqué. Quand votre frère est attaqué, vous entrez dans la bataille, d'abord. Et puis après, vous lui demandez c'est quoi. Si c'est lui qui a tort, vous le punissez. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les cas d'espèces et de l'agression de l'ADC par le Rwanda? Est-ce qu'il y a la cohésion? Il n'y a pas de cohésion parce que ceux qui sont à l'ouest, par moment, à part certaines manifestations, ils ne se sentent pas concernés. Ça devait être automatique. On devait ressentir ça dans nos tripes. On devait le ressentir. On devait voir des mouvements qui se lèvent, qui disent on veut entrer dans l'armée. Et non pas attendre qu'on dise ce qu'ils veulent et tout ça. Et ça, c'est un problème. On doit déjà anticiper, c'est important. On connaît le problème, c'est la terre. Et on sait qui crée les problèmes, ce sont les grandes puissances occidentales. Mais il y a eu récemment des différentes marches contre la communauté internationale qui seraient complices ou hypocrites, ou son silence qui serait coupable à l'endroit de tout ce qui se passe dans la matière sous la RDC. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça, malheureusement. Comment ils sont habitués à ça. Écoutez, en fait, ce que je veux dire, c'est un rapport de force. Et n'ayons pas la naïveté de croire que ceux qui nous dominent vont nous aider, nous, à les dominer. Nulle part. Comment voulez-vous que quelqu'un qui vous domine, il vient vous dire qu'il va vous donner tous les outils, toutes les armes pour que vous le dominiez? Il est fou, quoi. Ça n'arrivera jamais. Au-delà du Rwanda, il y a les grandes puissances. On fait comment? C'est pour ça que je dis, la gestion des intelligences, on doit anticiper à ce niveau-là. Pour nous, c'est déjà fini, mais nos enfants, nos arrière-petits-enfants, on devrait les préparer à prendre la relève autrement. Comment ça, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, la question... On parle de décennies que cette guerre de l'Est a commencé. Déjà au début, vous avez posé une question. Est-ce que notre jeunesse, est-ce que nos enfants sont assez sensibilisés aux enjeux de ce pays? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Pas du tout. Ceux qui sont sensibilisés aux enjeux de ce pays le sont malgré eux parce qu'ils subissent la guerre. Ces pauvres enfants qui meurent à l'Est. Eux subissent ça de plein fouet. Et on ne sait même pas ce qui ressortira de ces enfants parce qu'est-ce que quelque part on a pensé à... Un encadrement psychologique. Non. À la resocialisation. Est-ce qu'on a pensé à ça? Non. Pourquoi? Parce que quelque part, on va vous empêcher de vous organiser, et c'est ça qui arrive. On va vous empêcher de vous organiser. D'ailleurs, il faut voir nos programmes télévisés. Qu'est-ce qui marche le plus? La danse. Les hanches. C'est un problème. Les différents postes qu'on a dans le pays, si on devait être méticuleux, a-t-on les intelligences qu'il faut aux endroits qu'il faut? Alors, parce que vous parlez des intelligences qu'il faudra ici interpeller ou mettre à profit,
pour faire face à cette guerre d'agression et d'autres menaces que vous avez évoquées, notamment culturelles. Est-ce que le problème est identifié? Est-ce que ces intelligences sont-elles organisées, sont-elles prises en compte par l'État, au fait? Parce que ces intelligences devaient être dans une structure du genre un niveau d'études stratégiques nationales, où dans ces compartiments, les différents compartiments ou les différents départements devaient aborder les différentes questions de la vie nationale, sécuritaire, diplomatique, éducationnelle. Et puis, chacun dans son département devait pondre de propositions allant dans le sens de prévoir ce que sera la RDC dans 5 ans, 10 ans. Mais c'est vraiment ça le problème. C'est vraiment ça le problème. On a des intelligences. En disant la gestion des intelligences, je ne veux pas dire que finalement notre pays n'utilise pas les intelligences. Mais pas assez. Pas assez parce que si on les utilisait très bien, on n'aurait même pas besoin de courir à l'extérieur pour tous les problèmes que nous avons. Nous allions d'abord régler nos problèmes avec les intelligences qui sont là. La transformation, on peut faire de la transformation ici. Mais en réalité, le fait déjà de se retrouver dans une situation où vous devez même importer le riz, c'est-à-dire le jour où on vous coupe de l'extérieur, on coupe le riz, vous êtes foutu. Vous imaginez? C'est pour ça que je dis quelque part, il y a des choses, quand vous vous suffisez, ok? On va vous couper ça comment? On vous coupe le riz qui vient. Bon, on s'en fout. Nous avons notre riz de Bumba, nous avons notre, je ne sais pas, notre riz de Kyolo, de Malemba ou je ne sais pas. Nous avons nos patates, nous avons nos fromages, nous avons nos haricots qui viennent de Goma, qui peuvent venir de Kisangani, nos plantains. On a tout ça et on peut produire beaucoup. Et on a des intelligences pour nous montrer comment faire pour arriver à l'autosuffisance alimentaire ici. Mais où est-ce que ça cloche avec ces intelligences? Mais ça cloche parce que justement, sans vouloir jeter la pierre chaque fois sur l'extérieur, c'est pas structuré. Et deux, au niveau des intelligences, écoutez, la gestion des intelligences, les intelligences que nous les avons parfois ici, on les gère, parfois de fait. Tel sait faire ça, il est, je ne sais pas, en Allemagne, tel ici a fait ceci, il y a une petite organisation qui semble utiliser nos savants ou nos génies, et puis ça se termine là. Quand je dis l'utilisation des intelligences, la détection même des intelligences, est-ce que ça existe chez nous? Et la détection des intelligences, ça se fait très tôt. Les pays organisés, vous savez que les génies des pays organisés, vous savez où ils finissent souvent? Dans la sécurité. Dans les services d'intelligence. Et alors, pourquoi aujourd'hui cette question de l'Est perdure des décennies? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est dire qu'il n'y a pas eu la gestion des intelligences concernant cette question spécifique de l'Est? Elle n'a malheureusement pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a été là, mais je crois qu'il nous faut plus. Déjà, il faut identifier le vrai problème. Le vrai problème, c'est la terre. Bien sûr, maintenant, l'enjeu économique, c'est le coltan et tout le reste. Mais le Rwanda, qui est exportateur de coltan aujourd'hui, entre nous, exporte où? Qui achète? Qui achète? Ça veut dire qu'il faut trouver les moyens de faire pression, pas sur le Rwanda, de faire véritablement pression sur les parrains du Rwanda. Et pour ça, il faut des intelligences. Il faut des intelligences pour comprendre de quelle manière est-ce qu'on peut frapper les grandes puissances. De quelle manière? Pour qu'on nous écoute. Vous savez tout ce que vous avez à l'extérieur là, ok? Et qui amène parfois finalement de la diplomatie agissante. C'est parce qu'il y a eu des intelligences qui ont réussi pour des bons. Écoutez, celui-là c'est un géant, ok? Je ne peux rien faire avec lui. Qu'est-ce que je fais pour l'avoir? Donc comme David, il dit bon, il va m'écrabouiller si je vais tout près. C'est un coup de pied, je suis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Une fronde, une pierre. Gestion des intelligences. Ouais. Il y avait tout ce monde-là finalement. Il y a eu un petit David qui a osé, qui est venu, et on l'a écouté. C'est ça aussi le problème. Donc selon vous, oui, ici, on l'a écouté et on l'a laissé. Les différentes marches organisées
n'ont pas suffi pour interpeller ça ne suffit les parents pas, même du Rwanda. si ça peut... Mais il faut écoutez, trouver d'autres stratégies pour les approcher. exact, on en a fait combien? Et on doit aller sur tous les fronts. On doit aller sur tous les fronts, anticiper. Parce qu'il ne faut pas seulement imaginer une option. Oui, l'option militaire, on est contraint, rien à faire. On est contraint parce que, bon, c'est pas sous... on ne va pas prendre la raison de dire, bon, on va à la diplomatie, entre-temps, on reçoit des coups, mais vous allez mourir avant même de terminer OK, avec votre diplomatie, avec tous vos conciliabules. Je crois que sur tous les plans, on doit agir. Donc l'option militaire, c'est une option qu'on doit prendre très au sérieux et on doit agir d'une manière assez efficace et dissuasive. C'est ça. Bon, maintenant, de l'autre côté, il y a plusieurs autres stratégies. L'option diplomatique, oui, on est bien obligé. L'option diplomatique, on est bien obligé. Parce que ce pays, au-delà du Rwanda, on doit s'attendre à beaucoup de problèmes plus tard. Mais est-ce qu'on y réfléchit? L'enjeu de l'eau. L'enjeu de l'eau. Nous avons de l'eau, alors qu'autour de nous, on a des lacs qui sont en train de tarir. Donc, ce ça veut dire après, on aura des prédateurs. On aura des gens. Une guerre avec les 9 pays voisins. Ça peut arriver. Il faut pas voir. En réalité, on devrait déjà anticiper par rapport aux différents problèmes. Vous savez que nous sommes la cuvette. On a du pétrole et on a beaucoup de pétrole. On a assez de pétrole. On peut exploiter le pétrole de la même manière que Congo-Brazza et l'Angola le font. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Mais on n'arrive pas à bien exploiter le pétrole. Pourquoi? Parce que dehors, ceux qui nous dominent, quelque part, exact, ils ont la même mise. Et eux, ils sont au-delà. J'apprécie qu'aujourd'hui, on commence à voir, et c'est pour cela la culture, le sens d'appartenance à la terre. On doit bien inculquer ça à nos enfants, qui comprennent que c'est le bien le plus précieux. La terre. J'ai un jeune frère à moi, mon frère il m'a toujours dit une chose qui est vraie. Il me dit toujours, la terre qu'on a ici, c'est la seule chose que Dieu ne créera plus. La terre qu'on a ici. Donc on doit comprendre qu'on doit bien gérer cette terre et qu'on doit bien garder cette terre pour les générations qui viennent. C'est pour ça que je dis la gestion des intelligences. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des superficies comme des villes. Qu'est-ce qui va arriver demain? On a des étrangers qui prennent des superficies immenses. Mais demain, vous croyez qu'est-ce qui va arriver? On aura un combat de terre, d'ailleurs ça existe déjà entre nous. Et lorsque dans une famille vous vous battez, vous êtes faible, le voisin, l'ennemi peut facilement vous abattre. Une maison divisée est une maison perdue. Et au niveau de la nation, c'est ça. Donc c'est important qu'on réfléchisse évidemment à tous les niveaux. Maintenant la question c'est, on fait comment? On doit identifier clairement, détecter les intelligences. Détecter les intelligences. Et même savoir qu'est-ce que nous voulons devenir. Parce que la vision de ce que nous voulons devenir, si on l'inculque à notre jeunesse, à la population, elle est autour de ça. Elle sait ce que nous valons. Les autres, ils savent plus ou moins. Ok? Ils ont une fierté, ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont. Fiers de leur culture. Mais il faut savoir que la culture du dominant écrase la culture du dominé. Et si vous ne faites rien, c'est très 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 compliqué. Alors, patron Mulongo Musango Mukena, vous êtes enseignant d'université, politique, agriculteur. Mais qui dites-vous de certaines intelligences qui ont estimé que la construction des murs entre la RDC et le Rwanda serait peut-être encore l'île de solution pour mettre fin à cette agression à répétition du Rwanda à la RDC? Bon, oui et non, mais aujourd'hui, on est dans un monde globalisant aussi. Les frontières sont en train de tomber.
Mais en réalité, ceux qui disent ça, est-ce qu'ils ont mûrement réfléchi à cette solution-là? Aujourd'hui, quand vous allez, vous savez, il y a un autre paradoxe quand vous allez à l'Est. Moi, pour être honnête, je n'y suis jamais allé, mais il y a des gens qui vous disent que quand vous arrivez là, vous avez des Congolais qui vivent au Rwanda. Qu'est-ce qu'ils vont chercher au Rwanda? Vous avez des Congolais qui vivent au Rwanda. Vous avez des Rwandais qui vivent à Goma, donc en RDC. Et vous avez des Rwandais qui font des grandes affaires chez nous. Les enjeux, pour chaque décision, il faut toujours sous-peser. On met le mur, qu'est-ce qu'on perd? Ok? On met le mur, qu'est-ce qu'on gagne? Ça vous aide dans les décisions. Et même quand je dis qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, il ne faut pas voir ça d'une manière nécessairement économique. Ça peut aussi être d'une manière sécuritaire. Si on se dit que c'est la sécurité qui compte malgré tout. Pourquoi il faut faire ça? Parce que dès lors que vous mettez le mur, ce qui manque, vous devez être en mesure, dans un bref délai, de créer ça chez vous. Si c'est l'emploi, est-ce que vous avez la possibilité de créer l'emploi dans un bref délai? Vous devez être en mesure de faire gober ça à toute votre population. Si pas toute, à la majorité. De sorte qu'ils acceptent les inconvénients de la décision que vous allez prendre. C'est tout comme aussi sur le plan de recettes. Hein? Ça peut être sur le plan de recettes, ça veut dire que... les trafics entre les deux pays... Bon. Si on prend des décisions qui font que, au niveau, ok, du revenu des habitants, ça va mieux, cette décision va passer. Mais on mettra le mur pour le casser après. Pour vous, la décision d'une... Parce que pourquoi les gens vont de l'autre côté? Ils vont de l'autre côté parce que semble-t-il, là je préfère, semble-t-il qu'au niveau des loyers, c'est moins cher que chez nous. Pourquoi on ne peut pas arranger ça chez nous? Il vit là, mais il travaille à Goma. Oui. Pourquoi on ne peut pas arranger chez nous? Par moment, il passe par le Rwanda. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, parce que le voisin, chez le voisin, c'est plus sûr. Il y a des routes plus sûres. Pourquoi ne pas arranger ça? Tout en sachant que le voisin qui prend ce qu'il prend chez vous, ok, a intérêt que vous soyez désorganisé. Mais pourquoi ne pas réfléchir à ça? On nous parle d'infiltration à un niveau... Oui, d'accord. On nous parle d'infiltration depuis combien d'années? Et pourquoi cette infiltration est là? Pourquoi la population qui se plaint est incapable de dénoncer les infiltrés? Mais parce qu'elle-même, elle ne se retrouve pas tellement... Parce qu'elle-même, la culture, elle-même, elle ne sait même pas c'est quoi être congolais. La culture est devenue hybride. Hein? Elle est hybride. Vous avez une Congolaise qui a épousé un Rwandais qui a épousé une Congolaise et des enfants. Ça n'existe pas qu'à l'Est. C'est tout au long de la frontière de notre pays. En Zambie, c'est pareil. Avec les 9 voisins. Vous avez des villages qui sont découpés par la frontière, avec un même chef. En Centrafrique, avec Yakoma, par exemple, au niveau de Yakoma, c'est voilà. Congo-Brazzaville, pas loin de chez nous. Ça, l'Angola, n'en parlons pas ici à justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que des intelligences réfléchissent comme il se doit. Donc l'RDC est menacée par... il faut le dire, par une menace culturelle. Donc, culturelle. La première menace voisins, de la RDC, je peux me tromper, elle-même, elle se menace. La RDC même se menace. Ouais. Comment ça? C'est comme un enfant qui décide comme ça de commencer à s'amuser avec des grenades dans la maison et tout ça. Mais parce qu'au niveau culturel, on ne fait aucun effort pour relever notre identité. On doit arriver à relever notre identité. L'amour de la patrie et du pays, ça doit être mis
Et c'est dès le bas âge, ce n'est pas en grandissant comme ça, en changeant que... Non, ça doit être mis. La vision du pays, c'est que le pays doit être... Ça doit être dit à nos enfants. L'hymne national dit « Debout Congolais ». C'est une vérité aussi. Debout Congolais. On doit être debout. On doit être unis. On est unis par le sort. Oui, mais maintenant, notre réalité. Nous voulons être quoi dans 30 ans, dans 50 ans? Vous pensez qu'on le sait? Je peux vous poser la question. Qu'est-ce que la RDC veut devenir dans 50 ans? On navigue à vue, selon vous. Mais moi, je ne sais déjà pas vous dire qu'est-ce qu'on veut devenir d'ici 50 ans. Et tout ça, mais parce que les intelligences n'ont pas été réunies pour les penser intelligences n'ont pas été réunies et on ne sait pas. Nos petits-enfants ne savent pas ce qu'on doit devenir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est riche. On est potentiellement riche. Et d'ailleurs, ça nous le prouve. Hein. La vraie richesse, elle est là. Vous savez, même pour la progéniture, ce n'est pas important de leur laisser des millions si là, vous ne faites rien. Parce que quand la tête est bien préparée, l'enfant peut ne rien avoir et devenir. On a beaucoup de gens ici qui viennent de familles pas très aisées, même pauvres, mais qui ont su, bon, du moins je pense à ceux qui ont su d'une manière honnête, qui ont su honnêtement tirer leur épingle du jeu. Pourquoi? Vous allez voir, parce que l'éducation. Vous allez voir parce qu'ils ont été marqués par quelque chose. Donc aujourd'hui, la génération 27, il faut qu'on arrive à marquer cette génération. Mais dès lors que vous avez même ici, c'est une parenthèse, vous avez remis en cause même la cohésion nationale. Et comment, du fait qu'il y a l'absence de la cohésion nationale, que l'on puisse apporter à la jeunesse ce qu'elle pourra faire demain pour la République? Mais d'abord, pourquoi il n'y a plus... l'Est, du nord au sud. Pourquoi il n'y a plus cohésion nationale? Je peux me tromper, je dis peut-être bêtises, mais parce que nous avons... On doit accepter. Nous avons choisi la jouissance. On a choisi le gain facile. On a choisi la jouissance. Et tous les autres savent ça. Tous les autres savent ça. Écoutez, lorsque vous convoitez les mangues du voisin, ok? Et que vous savez que le voisin, lui, il aime boire à tout instant, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez à boire. Vous lui donnez à boire, il s'enivre et vous vous occupez des mangues. Malheureusement, c'est ça, la jouissance. Pas pour dire que, bon, on ne peut pas s'accorder des moments comme ça on ne peut pas s'accorder des moments de repos, des moments de réjouissance. Non, ce n'est pas ça le sens. Mais en réalité, nous sommes des jouisseurs. Et là, vous voulez dire que ce que peut-être les Rwandais ont dit de Congolais, femmes, argent, boire. C'est pas très faux. Franchement, c'est pas très faux. Heureusement que tous les Congolais ne sont pas comme ça. Mais malheureusement, c'est pas très faux. Et on nous sert justement. On nous sert justement femme, tout ça. Argent. Oui, regardez sur les réseaux sociaux. Argent facile, machin, femme et tout ça. On est dans quoi? Dans le bling-bling. Dans les distractions. On veut épater, dans les distractions. Donc, combien de fois on réfléchit? Nos délégations, quand il y a des grandes rencontres à l'extérieur, je ne dis pas toutes les délégations, mais la majorité. J'ai personnellement déjà assisté à presque un scandale, je peux le dire ici. On est allé avec une certaine délégation dans un certain pays et malheureusement, il fallait voir. Qu'est-ce qu'on fait pour les grands enjeux? Qui on envoie? Est-ce qu'on envoie vraiment toutes les intelligences qu'on a? Ou alors les quelques intelligences que nous avons? C'est pour ça que j'insiste sur la détection, parce qu'on a des intelligences ici, on a des génies. Alors Patrick, monsieur patron Moulongo Moussango Moukena, nous tendons vers la fin de ce magazine. Oui. Les intelligences congolaises face aux enjeux sécuritaires, économiques, que pensez-vous dans 5 minutes? Bon, je pense qu'on n'en fait pas assez et qu'il est le moment de détecter les intelligences, les organiser et planifier des actions concrètes dans tous les secteurs de la vie nationale et non pas faire du mimétisme. Hein. On a créé ceci à gauche, vous allez prendre... Finalement, ça nous crée quoi?
un État hybride où nous n'avons pas de personnalité. Et la culture, je crois qu'elle devrait retrouver sa place pour que finalement nous puissions résoudre valablement, durablement et de très bonne manière les problèmes qui nous assaillent. Mais ça prendra du temps pour détecter ces intelligences et les mettre au service. On n'a pas le choix, on commence tout de suite et ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Sinon cet État va disparaître. C'est ce qui risque malheureusement d'arriver. Ce n'est plus pour nous. On doit le faire pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et je pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Ressaisissons-nous. Parce que finalement, avec tous les voisins, on ne va pas vivre continuellement en guerre. Face aux enjeux. Oui, on ne va pas vivre continuellement en guerre. Mais on va vivre en paix, on va se comprendre. Avec mais de sorte que, avec le rapport de force, mais aussi avec du respect. Chaque État pour l'autre. Sinon, les autres comprennent que, bon, la RDC, finalement, c'est quoi? C'est un éléphant au pied d'argile. C'est un éléphant au pied d'argile. Patron Mulongo Mousangou Moukena, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat de ce jour qui a reçu patron Mulongo Mousangou Moukena. Il est enseignant d'université, il est politique, mais il est aussi agriculteur. C'est la fin de ce magazine et merci de nous avoir suivis dans le monde. Le prochain invité, c'est vous, à chacun et à vous tous. Excellente suite de nos programmes et à plus.